5e étape de la version à distance du RexBeam Tour. Voilà, Sinov a su adapter le dispositif habituellement en présentiel pour vous proposer pendant les mois de juin et de juillet des étapes et des retours d'expérience autour du BIM en visioconférence. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette étape du RexBeam Tour, la dernière étape du RexBeam Tour en visio avant la période estivale. Et vous le verrez à la fin de cette réunion, on se retrouvera dès la rentrée, notamment par des étapes physiques en présentiel, mais tout cela, on y reviendra tout à l'heure. Merci de nous avoir rejoints. Avant de laisser la parole à nos deux témoins du jour, Julien Mercier, bonjour. Bonjour. Bonjour Julien, donc en tant que vice-président de Sinov en charge de l'innovation de la prospective et aussi et surtout, j'ai envie de dire, animateur du groupe de travail national du BIM animé par Sinov, est-ce que tu peux nous rappeler en quelques mots pourquoi ce RexBeam Tour, quels sont les enjeux du BIM pour la profession de l'ingénierie, mais plus globalement pour tous les acteurs de la filière? Alors déjà, bonjour à tous, Julien Mercier. Donc effectivement, le RexBeam Tour existe depuis 2018. Donc la première étape était à Nancy. Ça fait en fait l'objet d'une réflexion qu'on a eue en interne suite effectivement au déploiement du BIM de façon massive. Pour mémoire, le PTNB avait été donc le plan de transition bâtiment numérique avait été mis en œuvre en 2014. Aujourd'hui, on a le plan BIM 2022 qui est porté par ADN. Et donc, nos adhérents et la profession en général, puisque nous sommes en relation également avec les autres organisations professionnelles, se posaient des questions sur le BIM, comment le mettre en œuvre, les coûts, la formation, etc. Et le seul écho qu'ils pouvaient en avoir, c'était souvent effectivement ce qu'on pouvait trouver dans les différentes littératures spécialisées et aussi les salons. Et ils étaient globalement assez inquiets et surtout, on va dire que les messages qui étaient passés à l'époque étaient plutôt optimistes sur la capacité qu'avait le BIM de résoudre tous les maux qu'on pouvait avoir sur les chantiers en phase conception, réalisation, etc. Et donc, on a voulu aller sur le terrain et voir de façon opérationnelle et concrète qu'est-ce qui se passait avec les architectes, les bureaux d'ingénierie, les entreprises, les maîtres d'ouvrage et les faire témoigner de telle sorte qu'ils puissent nous donner leur vision concrète, opérationnelle de ce qu'ils vivaient, eux, au quotidien dans le cadre du BIM et nous faire aussi des retours d'expérience, donc d'où le nom RexBIM, sur effectivement les bonnes pratiques qu'ils avaient pu mettre en œuvre, les points de vigilance aussi qu'ils avaient pu identifier, de telle sorte que derrière, on soit en capacité effectivement de diffuser, entre guillemets, ces bonnes pratiques et ces points de vigilance à l'ensemble de la communauté. Donc, à ce titre-là, on a créé un site internet qui s'appelle rexbeamtour.fr où on retrouve effectivement tous les témoignages et les vidéos qui ont été faites. On a également rédigé un guide spécifique. En ce qui concerne les enjeux pour la profession, aujourd'hui, je dirais qu'il est effectivement important que le monde de la construction au sens large puisse s'approprier, on va dire, toutes les innovations et les outils qui sont disponibles, tout en ayant effectivement un regard vigilant. C'est pour ça que je mettais derrière « science sans conscience n'est que ruine de l'âme », c'est qu'il faut être très vigilant effectivement sur toutes les technologies qui sont disponibles et voir comment elles peuvent apporter de la valeur et améliorer le travail, la qualité de vie des gens et pas simplement acheter béatement, j'allais dire, toutes ces solutions. En ce qui concerne le Rex d'aujourd'hui, il est très intéressant puisqu'il fait appel donc à un bureau d'architecture et à un bureau d'ingénierie. Donc, ce qui va être présenté et ce qu'on voit nous sur le terrain, c'est qu'effectivement, les relations entre la maîtrise d'ouvrage, l'ingénierie, les bureaux d'études et les entreprises commencent à évoluer puisque tous ces outils digitaux, notamment les plateformes de collaboration, ou comme on le fait aujourd'hui Zoom, changent un peu la vision que peuvent avoir les gens, les rôles et responsabilités de chacun aussi qui peuvent un petit peu évoluer, puisqu'aujourd'hui on travaille avec des maquettes numériques, etc. Donc, c'est des sujets qui sont très intéressants. Et d'ailleurs, va être abordé aussi notamment la problématique des livrables, puisqu'aujourd'hui, on travaille avec des maquettes en phase APS, APD Pro, et certains, notamment au niveau de l'ingénierie, voire de l'architecture, se plaignent parfois qu'effectivement, on en fait beaucoup trop tôt. Et ça peut être dommageable si effectivement, on a énormément de modifications sur les projets. Donc, je les laisserai témoigner sur ce sujet-là. Donc, voilà. Donc, un Rex très intéressant où l'humain est au cœur du sujet, puisque tous les retours qu'on a eus jusqu'à présent sur les RexBIM, rarement ont été mis en défaut, on va dire, les logiciels. On a parlé parfois d'interopérabilité, mais globalement, ce n'était pas le cœur du problème. Le problème aujourd'hui, c'est effectivement l'humain, c'est comment on gère des projets aujourd'hui avec des outils digitaux et aussi la problématique de la formation, comment se former et trouver des formations adaptées par rapport aux besoins de la profession.
Donc, on travaille notamment au niveau de la fédération sur ces sujets avec notre OPCO Atlas, sur lequel on travaille justement sur des formations qui soient adaptées à la gestion de projet, pas simplement l'outil métier qui permettrait, soi-disant, de faire du BIM. Ça va bien au-delà de tout ça et effectivement, il faut intégrer le facteur humain. Voilà, je vous laisse écouter donc ce Rex BIM qui, j'espère, vous permettra de mieux appréhender le sujet, notamment sur la partie collaboration. Bonne séance. Merci beaucoup, Julien. Donc, le site dont tu parlais tout à l'heure, on en reparlera en fin de séance et on vous donnera le lien direct, hein. Donc, si vous n'avez pas eu le temps de prendre note, restez connectés jusqu'au bout. Vous aurez toutes ces informations utiles. Alors, avant de commencer, quelques petites règles d'usage tout simplement sur Zoom. Alors, évidemment, logiquement, nous avons pu désactiver les micros des personnes qui sont invitées parce que l'objectif est que vous puissiez évidemment poser vos questions à nos intervenants du jour, mais en utilisant l'onglet Conversation de Zoom. Vous avez un onglet Conversation matérialisé par une petite bulle, hein, quand vous bougez un peu votre pointeur, votre souris, et vous pouvez donc dans le chat de Zoom poser vos questions. Nous les noterons et nous les aborderons en fin de séance. Donc, dans une petite heure maximum, nous serons arrivés à une phase d'une dizaine de minutes de questions-réponses. Donc voilà. Donc merci de veiller à bien couper vos micros. Logiquement, Zoom fait le travail, mais parfois certains arrivent à passer involontairement, bien sûr, au travers des mailles du filet. Voilà, je vais maintenant céder la parole en les remerciant dans un premier temps de leur participation, de leur présence aujourd'hui, de leur témoignage, à nos deux intervenants. Alors, vous avez peut-être vu dans le programme 4 programmes BIM décryptés par un bureau d'études et un maître d'œuvre. En fait, du fait du format réduit de ce Rex BIM Tour aujourd'hui, qui est à distance et non pas en présentiel, nous avons préféré finalement nous concentrer sur 3 programmes qui permettront de se pencher de manière plus qualitative sur chacun. Je vais demander dans un premier temps, et en le remerciant de sa présence, donc vous demandez à Camille Bouchon, bonjour Camille Bouchon, de vous présenter. Oui, bonjour, je suis Donc Camille Bouchon. vous êtes gérant de Solares Bohème. Alors, quelques mots sur votre structure. Donc, on a un bureau d'études franco-allemand donc, qui a été créé il y a une vingtaine d'années à Fribourg en Allemagne et une quinzaine d'années à Strasbourg. Et on est en tout 70 personnes entre la France et l'Allemagne, un peu plus entre 25 et 30 en France. Et on travaille dans les domaines de l'ingénierie fluide et on a une forte plus-value sur les questions de thermique et de performance énergétique. Voilà, on est vraiment très, très spécialisé sur les bâtiments certifiés Passive House. Et voilà, donc on est dans le domaine de l'énergie globalement. Ouais. Très bien. Guillaume Zilio, architecte, Sunac Architecte. Quelques mots sur votre structure et pourquoi le BIM? Oui, bonjour à tous. Moi je suis donc co-gérant de l'agence Sunac Architecte. Donc on est une agence qui se trouve sur 4 sites. J'aurai l'occasion de développer un petit peu cette particularité. Donc on est à Strasbourg, à Saint-Brieuc, à Paris et à Chambéry. Et au total on est 8 associés pour 25 à 30 collaborateurs. D'accord. Je vais montrer Au tout de total, suite comment dire, la répartition de vos sites respectifs. Voilà. voilà. Allez-y. Et donc pourquoi le BIM? Donc en fait on a travaillé historiquement avec un logiciel donc l'agence existe depuis une trentaine d'années et notre logiciel historique commençait à avoir c'est un logiciel américain qui commençait à avoir des soucis de traduction, des soucis d'interopérabilité justement avec d'autres logiciels, donc un logiciel qui arrivait en bout de course. Et donc en 2000, voilà, à partir de 2012, on a commencé à se dire que c'était important de changer d'outil. Et donc on s'est intéressé aux outils aux outils d'avenir pour pas rester dans la 2D. Et c'est ce qui nous a amené à nous intéresser au BIM et puis à avoir fait cette bascule en 2015. Donc tous les projets à partir de 2015. Ouais, alors on a fait ce pilotés en qu'il faut BIM. pas, ce que tous les formateurs disent qu'il faut pas faire, c'est-à-dire basculer d'un coup tous les projets euh, Plutôt que progressivement, c'est ça. progressivement. D'accord. Et avec le recul, je pense que ça a été plutôt pas mal par rapport à notre situation, parce D'accord. que ça a permis de créer une sorte d'émulation de l'équipe. Mhm. Alors bien sûr, les projets qui ont... Non, mais enfin voilà, donc tous les projets, quelle que soit leur phase, ont basculé à peu près au même moment.
Et donc, on a été amené à résoudre un certain nombre de problèmes, un certain nombre de questions. Et ça a été une période assez intense, mais assez riche au niveau de l'équipe. D'accord. Et je vois que vous vous êtes formé quand même sur une échelle de temps assez courte. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Camille Bouchon, première réflexion sur le BIM, je vois en 2014. Qu'est-ce qui a Bah, déclenché bah, qu'est-ce qui a déclenché cette réflexion? on voyait le mot BIM partout là déjà dans les revues professionnelles, donc tout le monde commençait déjà à parler du BIM. Et nous, en fait, mes collègues allemands avaient déjà des outils de conception assez poussés hein, depuis une vingtaine d'années. Donc la gestion de la 3D, la gestion des dimensionnements directement dans le logiciel. Mais donc nous, on freinait un petit peu parce que j'ai vu les difficultés que mes collègues allemands avaient d'échange, d'interopérabilité avec les autres logiciels. Mais par contre, on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on suive en tout cas l'air du temps. Et on a commencé, donc on a investi, on a fait le choix d'abord de partir sur Revit, on a formé nos collègues et puis en fait on a attendu pas mal de temps que ça démarre réellement parce que notre problème c'était d'avoir des interlocuteurs, à la fois les projets mais aussi d'avoir des interlocuteurs architectes qui étaient capables de nous envoyer des maquettes d'un niveau suffisant pour qu'on puisse déployer nos plans. Donc, ça a commencé réellement en 2016 doucement, et puis depuis, on va dire 2018-2019, les opérations commencent à être régulières. Donc, quand on travaille avec nous, qu'on sait qu'on est sous Revit, il y a quelques agences où on sait que c'est le cas, mais la plupart sont encore sur on travaille quand même majoritairement encore en 2D, quoi. D'accord. Alors, une question que je vous adresse à vous deux avant qu'on passe à la suite. Est-ce que le déclencheur, ça a aussi été une impulsion ou une émergence du sujet du BIM au niveau de la maîtrise d'ouvrage ou pas encore à cette époque? Pardon, Guillaume Zilio. Alors nous, à cette époque-là, on n'a pas il n'y avait pas de demande encore au niveau de la maîtrise d'ouvrage, mais c'est plutôt qu'on a senti on a senti le mouvement en fait. D'accord. Vous l'avez un peu anticipé. Mm. D'accord. Et Camille Bouchon? Nous, c'est pareil, on était déjà équipés avant de Ouais. recevoir des cahiers des charges BIM. Donc, on avait déjà D'accord. fait le travail, mais par contre, avec peu de retours encore sur les projets réellement. D'accord. Une petite remarque, une question qui n'était pas prévue, mais quand vous dites que vous avez pu vous appuyer sur l'expérience de vos collègues allemands, qui avaient une vingtaine d'années déjà un peu d'avance, notamment sur le domaine de la 3D, est-ce que ça veut dire que selon vous, en France, on a un train de retard ou sur le BIM par rapport à d'autres pays? Non, mais les outils que mes collègues allemands utilisent, Oui, ils existaient déjà en France. Il y a des logiciels d'accord. comme Allplan qui permettaient de faire ces modélisations, cette 3D. Le problème, c'est D'accord. c'est la compatibilité entre fichiers et de travailler sur une maquette centralisée. C'est ça la D'accord. nouveauté, quoi. D'accord, très bien. Alors, une question qui se pose souvent, en tout cas, un des freins qui est beaucoup exprimé par la profession, quels que soient les acteurs, sur le BIM, j'y vais pas, ou j'y suis, j'ai un niveau de BIM et j'hésite à développer, je me pose plein de questions, c'est la question des moyens. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que vous nous proposez d'entrée de jeu, voilà, une estimation des investissements qui ont été nécessaires pour chacune de vos structures. Guillaume Zilio, pour NAC Architecte? Oui, donc c'est un investissement qui est important, notamment la première année, hein, puisque nous, comme on a choisi de former tout le monde, ça a eu un impact assez conséquent sur le chiffre d'affaires, hein. Donc ça pèse au total à peu près 10% du chiffre d'affaires. Et il faut savoir qu'ensuite, il y a des frais qui se maintiennent en fait d'une année sur l'autre, hein, puisque Mhm. nous, on travaille pas sur des logiciels qui sont en licence libre, donc il y a D'accord. des frais de Mhm. logiciel, Mhm. le gabarit qui continue à avoir besoin d'être alimenté. Mhm. Euh, voilà, après, et puis on continue à se former aussi, hein, parce qu'il y a ces logiciels Oui, oui. ont des mises à Ça, jour, il y a de nouvelles ça évolue tout techniques. le temps. Mm. D'accord. Camille Bouchon, Mais bon, chez les frais l'ARES. sont, Oui, peut-être oui, pour quand même préciser, les frais sont très oui, importants au moment oui, de la bascule. oui, oui, Après, ils sont quand même réduits, hein. oui, oui. Après, ça se lisse. Camille Bouchon, pour Solaris One, ça, pas mal, Bah, d'investissement, quand je regarde, assez comparable globalement dans la.
Bah, après, c'est sûr que ça dépend du chiffre d'affaires, mais Oui. pour nous, on n'a pas basculé la totalité de notre activité, donc ça, Mhm. c'était peut-être par rapport à notre chiffre d'affaires moins impactant. Mhm. Mais ce qui est Mhm. sûr, c'est que pour nous, le principal investissement, alors il y a les licences, il y a les coûts d'investissement, Mhm. mais c'est plutôt le temps supplémentaire qu'on Mhm. doit passer à des Ouais. phases beaucoup plus tôt. Donc, c'est un impact plutôt sur la gestion D'accord. des honoraires et de la trésorerie Mhm. en termes de déploiement, quoi. Et c'est surtout, D'accord. bah, c'est beaucoup plus difficile à amortir sur des petits projets que Mhm. sur des opérations conséquentes. D'accord. Alors, je précise hein, évidemment que les indications que vous nous donnez là, elles sont vraiment à prendre avec beaucoup de recul parce que il y a X manières d'intégrer le BIM, X manières et X niveau d'implication ou d'enjeu du BIM dans l'activité en fonction de son métier, de son histoire aussi, etc., des besoins et des attentes spécifiques. Hein. Donc, il n'y a pas une manière et un investissement type euh, pour intégrer le BIM dans son activité. Mais voilà, là, vous nous expliquez en quoi, dans votre retour d'expérience à vous et dans vos structures, ça s'est traduit. Voilà, donc ce sont des chiffres à prendre avec du recul, mais ça donne quelques repères. Voilà, donc on va maintenant aborder les trois opérations que vous avez sélectionnées hein, pour nous proposer des retours d'expérience. Et je rappelle que chacune de ces opérations ont à chaque fois comment dire, un apprentissage, un objectif spécifique par rapport au BIM. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on on va pas présenter trois opérations qui vont à chaque fois dire et tirer les mêmes enseignements hein, vis-à-vis du BIM. Elles sont très complémentaires. On va commencer par le Centre d'interprétation du patrimoine architectural à Strasbourg. Alors là, il est 14h50. L'idée, c'est qu'on puisse arriver aux questions-réponses à 15h20. Ça veut dire qu'on a environ 10 minutes par opération. Qui commence pour le Centre d'interprétation du patrimoine architectural de Strasbourg? Bah, je vais commencer. Guillaume Zivio, merci. Voilà, donc on est sur donc c'est un projet qui a démarré il y a 3 ans à peu près. Donc c'est un projet qui se situe dans un bâtiment historique juste à côté de la cathédrale de Strasbourg et on disposait d'un très bon relevé 2D de ce projet-là. Donc il n'y a pas de demande BIM de la part de la maîtrise d'ouvrage, mais on a souhaité nous essayer d'aller un peu plus loin sur ces questions, donc avec Solaris Bohen notamment. Et on a Mhm, essayé déjà de modéliser le bâtiment dans toute sa complexité. Hein, donc d'avoir voilà, il y a eu tout un travail de modélisation sur les modés nature, les fenêtres, qui nous a permis de très bien appréhender l'existant. C'est un projet sur lequel aussi le fait d'avoir une maquette des éléments existants, ça a permis de mettre à jour l'existant tout au long du projet. C'est-à-dire que le bâtiment était en activité, il y a le projet avait lieu au deuxième étage, et donc au fur et à mesure de l'avancement, soit des démolitions, des sondages, etc., ça nous permettait d'affiner mhm. l'existant et donc de tout de suite vérifier les implications qu'il pouvait y Donc avoir. une maquette vivante, c'est ça Ouais, finalement. c'est ça, une maquette de Ouais, l'existant vivante et une maquette ouais, projet qui tient compte d'accord, des évolutions de la maquette existante. d'accord. Donc faites-moi signe hein, quand je dois. Voilà, donc je pense que vous pouvez passer Ouais. à la phase suivante. Donc c'est un projet qui est Attendez. relativement modeste, hein, 1,6 million. Peut-être la slide suivante, donc où on voit Attendez. que le travail. J'ai un petit décalage entre mon PowerPoint et Zoom. Un tout Voilà. petit instant. Donc là c'est bon, ce qui apparaît à Ah, c'est l'écran. bon, parfait. Allez-y. Donc Ah, pardon. là on a voulu comparer en fait alors là ça a Voilà. rechangé. Faudrait peut-être revenir sur la Excusez-moi, slide hein, précédente. j'ai du décalage. Il y a toujours 10 secondes de décalage entre ma. Voilà. Donc là, je suis sur les perspectives architecturales. Est-ce que c'est bon? Enfin c'est les façades. Donc Ouais. sur les Je reviens façades avant? en fait non c'est bien, c'est bien. Non, c'est bon, ok. Donc, je dirais que une partie de notre travail, ça a été de faire en sorte que notre gabarit puisse correspondre à nos habitudes de dessin. Donc, ça paraît là, ça paraît assez simple. Il faut savoir que c'est un gros travail de maîtrise du gabarit pour que s'affiche ce qu'on a envie qu'il s'affiche et uniquement ce qu'on a envie d'afficher. Donc, à gauche, c'était une opération qu'on avait précédente, qu'on avait dessinée en 2D, voilà, en plan, coupe Mhm, façade. Et mhm, à droite, c'est le projet là issu directement brut de maquette, donc qui mhm. permet de sortir des documents. Alors là, à l'écran, c'est pas forcément très explicite, mais disons que Plus réaliste? voilà, c'est des documents qui correspondent à ce qu'on souhaite en termes de graphisme. Donc à la fois des documents ombrés
texturés ou des documents uniquement en 2D, D'accord. Très bien. élévation d'architecte. Très Idem bien. pour les plans. Donc ça, c'est la slide suivante. Alors, Donc ça, c'était la slide juste avant, mais je suis sur la bonne? voilà, c'est ça. D'accord. Donc au niveau des plans aussi, on a souhaité pouvoir garder le graphisme qu'on avait. Donc on voit que le graphisme est très proche. Mhm. Et là aussi, ça demande un travail assez fin de maîtrise de l'outil, et notamment dans tout ce qui est mode et nature, zone existante, zone neuve, enfin partie existante, partie neuve, etc., etc. Ouais, on imagine les niveaux de détail vraiment enrichis, quoi. Voilà. Mhm. Ensuite, la slide suivante. Attendez, il y a toujours ce petit décalage. J'hésite du coup à trop. Pardon, excusez-moi, c'est revenu. Je vais utiliser mon clavier, ça sera plus simple. Voilà, donc là voilà. Et logiquement, voilà. Pardon. Vous y êtes? Voilà, oui, c'est bon. Ok, pardon. Donc là, pareil, on utilise une des caractéristiques qui est bien connue de l'outil, c'est de pouvoir affecter des phases à des éléments bâtis. Donc là, on a des éléments en rouge qui sont démolis et en bleu, les éléments qui sont neufs. Donc ça permet de faire des plans Mhm. techniques pour les entreprises qui sont très explicites. D'accord. Voilà. Et là, C'est. je dirais qu'on travaille sur un autre niveau de graphisme Mhm. où on va. Là, les plans précédents, c'était des plans plutôt à destination de la maîtrise d'ouvrage ou des utilisateurs qui Oui, expliquent l'usage du bâtiment. Et oui, là, on oui. est dans des plans qui sont à destination des entreprises pour qu'elles Mhm. voient bien ce qui est démoli et ce qui est neuf et ce qui est existant et conservé. Alors, est-ce que ce sont des supports tels qu'ils sont présentés qui peuvent servir, qui servent en phase vraiment chantier sur le terrain, sur lequel les professionnels s'appuient justement Oui, pour piloter leurs interventions? oui, clairement, clairement. D'accord. Ok. Donc, je passe à la suivante, hein. Vous pouvez passer à la suivante. Voilà. Voilà. Et La donc gestion du gabarit. ensuite, on avait donc toujours à la fois dans la gestion du gabarit et dans la question de la synthèse, on a un projet où il n'y a pas de faux plafond, donc les réseaux sont apparents. Donc il y a à la fois un travail de synthèse à mener entre les architectes, les bureaux d'études thermiques, fluides, électricité, pour qu'on ait des réseaux qui soient bien organisés, bien rangés. Et ensuite, ça a été l'occasion aussi sur ce projet-là de mettre en place un gabarit commun avec Solaris Bowen de façon à ce que le, les documents de Solaris Bowen soient bien clairs, représentent bien ce qu'ils doivent représenter. Donc là, il y a eu un certain nombre de Euh, séances de travail communes Oui. pour arriver Camille, à ce Camille Si rendu. je Bouchon, peut-être pour Je fais réagir. juste notre problématique, en fait, nous, si on va dessiner en 3D, ce qu'il faut, c'est que les entreprises, nos moyens de communication sont encore des plans en 2D. Et donc, il faut Mhm. absolument que les informations qu'on a sur la 3D soient représentées de manière adaptée au plan 2D. Et Mhm. le gros de notre travail, c'était ça, c'était d'adapter le niveau d'information et d'avoir le même niveau d'information lorsqu'on travaille sous Revit que lorsqu'on travaille sous AutoCAD. Et ça, on a D'accord. réussi à le développer. Et donc, pour les entreprises qui travaillent sur nos plans, eh ben, ils voient même pas, en fait, pour eux, ça fait pas de différence. Par contre, D'accord. la vraie différence se fait au niveau de la synthèse 3D. Et là, vous pouvez voir, en fait, il y a des petits éclatés de locaux techniques où, Oui. dans des locaux très contraints, on a pu modéliser les réseaux et montrer que ça passait. Donc la Mhm. difficulté pour nous de faire ça, c'est qu'effectivement, il faut que ces informations-là, cette modélisation, elle soit récupérée par les entreprises pour que ce travail ne serve pas deux fois, enfin, qui n'ait pas à être refait Mhm. par les entreprises, et que nous, ce qu'on veut, c'est que l'entreprise réalise ces réseaux comme nous, on les a prévus pour éviter des sources d'erreurs et que le projet qui a été validé par l'architecte soit bien réalisé de cette manière-là. D'accord. Si je dois résumer, globalement, on parlait de difficultés, vous avez parlé un peu d'interopérabilité, mais pas que technique, si je comprends bien, c'était aussi en termes d'échange et de coordination sur le niveau attendu d'information. C'est bien ça? Oui, disons que le pire, c'est d'avoir des plans 3D qui ne sont pas retravaillés pour la 2D et qui deviennent illisibles. Ouais, Donc d'accord. nous, je me suis déjà retrouvé dans une situation à avoir des plans faits par des entreprises qui n'étaient pas lisibles parce que la 3D n'était pas bien exploitée, quoi.
D'accord. Est-ce que c'est parce que les enjeux, les attentes étaient peut-être pas ou peu formulées, ou peu précisées au démarrage de l'opération, ou est-ce que c'est juste lié, voilà, à la difficulté, aux usages, hein, aux usages Non, qui sont encore à c'est faire un, progresser? non, c'est un travail de développement. Nous, quand on s'est Oui, lancé dans le BIM, on savait que c'était ça qu'il oui. fallait qu'on règle en Hmm, priorité, de ne pas perdre en d'accord. qualité en passant sous Revit. Ça, c'était D'accord. notre objectif et c'était notre premier travail. D'accord. En fait, une des complexités de ces outils-là, c'est on va disposer d'un modèle qui peut être très complet avec énormément d'informations et qu'il faut réussir à trier ces informations pour les rendre, pour qu'elles puissent être transmises aux Hmm, bons interlocuteurs. C'est-à-dire que si vous hmm. passez Oui, l'image suivante, elle est extrêmement, voilà, enfin, alors il y a celle-ci. Donc ça, c'est un document de synthèse 3D oui, où on voit que, donc ça, c'est plutôt un document de travail. C'est pas forcément un document d'accord. qui va nous servir à communiquer. C'est plutôt Mhm, entre nous pour vérifier mhm. que les réseaux fonctionnent bien. Mais le document D'accord. suivant, lui est important aussi puisqu'il va nous permettre de vérifier dans l'espace que Mhm. ce qu'on a imaginé fonctionne. Donc ça, c'est issu exactement du même modèle que tous les autres documents. C'est-à-dire qu'à partir d'un modèle unique, on va D'accord. fabriquer des documents qui vont servir à différentes personnes. Alors maintenant, ces documents-là, C'est vraiment immersif, quoi. C'est vraiment voilà, immersif. Là, on est dans une projection dans les conditions du réel, quasiment. Mhm. c'est ça. Et ça, on va s'en servir aussi pour communiquer avec les entreprises en leur disant, voilà, ça c'est le résultat auquel on veut arriver. Et maintenant, il y a des plans qui sont faits, des plans, des coupes, des documents habituels, graphiques, qui vous permettront d'arriver à ce résultat. Mais voilà, faites attention, il y a une exigence par rapport aux teintes, par rapport au réseau, à l'organisation des réseaux, voilà, il y a toute une série de points qui D'accord. sont beaucoup Donc, plus faciles à expliciter oui. avec des documents comme cela. Ouais. Tout un travail préparatoire, est-ce qu'on peut dire qu'il est plus important quand il est travaillé en BIM, en tout cas en termes de préparation, plus important et plus stratégique que sur des opérations menées en 2D? Là, je le quantifierais, enfin, je dirais pas comme ça, c'est vrai que c'est différent. Quand on travaille en 2D, on peut très bien, enfin, les architectes font des dessins à la main, qu'ils annotent, qui permettent de très bien expliquer les choses. On peut construire des très beaux projets avec des plans à la main. Hmm. Après, ce que peut permettre quand même cet outil-là, c'est que ça nécessite peut-être moins de vue dans l'espace, quoi, Ouais. Hmm. on peut communiquer peut-être plus facilement sur certaines choses. C'est aussi un outil de Mais médiation finalement, médiation et de pédagogie sur, voilà, sur les éventuels clashs. Ok. Dites-moi hein, si je dois passer à la suite. non, non, voilà, vous pouvez passer à la suite. Donc là, c'est pareil, c'est tout le travail des mobiliers, hein. Donc comme c'est un projet de centre d'interprétation du patrimoine, il y a une mission mobilier. Mhm. Donc nous, on a dessiné voilà, jusqu'au luminaire, hein, donc tous les plans d'exé des meubles ont été faits à l'agence. Mhm. Et donc, ils sont directement issus de la maquette. C'est-à-dire que entre voilà, le plan d'exécution des meubles de maquette, enfin des meubles qui supportent des maquettes, se trouve dans le modèle. Et voilà, on sort des planches de détail à partir de ça. Donc, il y a une très grande cohérence des éléments de rendu, D'accord, et des éléments de projet. très bien. Alors, juste, je précise une chose, hein, on n'a pas vraiment parlé comment dire, du donneur d'ordre, du client, de la maîtrise d'ouvrage. On abordera hein, les enjeux vis-à-vis de la maîtrise d'ouvrage, les difficultés également que vous percevez, que vous vivez ou que vous anticipez à la fin de votre présentation des trois projets. D'accord? Est-ce que sur cette opération, vous avez encore une partie de retour d'expérience à partager ou est-ce qu'on passe directement à la suite? On peut passer à la suite. Passer à la suite. Voilà. Donc, cette opération, maintenant, on va parler de la maison de l'enfance à, dites-moi si je me trompe, hein, à Weidbruch, Weidbruch, je ne sais pas. Weitbruch, Dites-nous. Weidbruch, d'accord. Et donc, avec une thématique bien particulière, dites-nous en plus. Donc là, on va vous présenter un petit peu l'évolution du modèle pendant les phases d'études, les phases de projet. D'accord, en fait. Et la façon, je dirais que c'est un peu, ça va permettre de parler un peu de la façon de travailler Mhm. entre architectes et bureaux d'études. D'accord. Et donc là, on voit l'équipe projet, hein, donc architecture, des bureaux d'études, je suppose, spécialisés hein, C'est dans ça. différents. D'accord, ça marche.
Donc c'est un projet, voilà, à peu près les mêmes échelles que le projet précédent, Hmm. euh, où la maîtrise d'ouvrage n'avait pas de demande particulière en BIM, hein, donc c'est nous qui avons décidé de faire le projet en BIM pour se faire, voilà, pour continuer D'accord. à Donc ça veut avancer dire que sur les ce enjeux du sujet-là. BIM, les enjeux du BIM, c'est pour anticiper un peu ce qu'on se dira en fin de session, n'étaient pas précisés n'étaient pas voilà, imposés dans le cahier des charges, dans le marché. Mais est-ce qu'il y a eu quand même une convention Non, non, BIM? non, rien, rien du Non, tout. d'accord, rien du tout. Donc là, c'est à votre initiative et finalement, la maîtrise d'ouvrage vous a suivi. Très bien. Bah, en fait, la maîtrise d'œuvre nous a suivi. Oui, enfin, Nous, on a c'était choisi votre l'outil méthode, quoi. Hmm. on a choisi l'outil, notre méthode. On aurait D'accord. pu très bien ne pas dire à la maîtrise d'ouvrage qu'on travaillait en BIM et puis on rendait les Hmm. documents qu'il fallait rendre Hmm. dans les D'accord. délais qu'il fallait, hein, donc il y a OK. pas. OK. Donc, une première phase, c'est ça? Voilà, en gros, nous, on travaille sur une maquette. Alors, à l'époque, donc ça, c'était 2017. On faisait à cette époque-là les concours en 2D avec notre logiciel historique. Donc voilà, un travail de plan et de plan coupe façade pour la phase concours. Ça a évolué depuis, maintenant depuis plusieurs mois, depuis pratiquement un an. On fait également les concours en 3D, en Revit, parce je dirais qu'on a acquis une expérience plus solide et puis qu'on est devenu plus rapide, alors Hmm. qu'auparavant on ne l'était pas. On avait nos habitudes qui étaient bien réglées avec le fonctionnement 2D et ça on l'a gardé quand même un peu plus longtemps. Donc à ce D'accord. moment-là, on commençait à saisir le projet, faire la maquette architecturale en phase APS. Donc pour ceux Mhm. qui sont pas familiers avec les phases, là, en général, il y a une phase esquisse qui permet de mettre en place les grands principes du projet. Puis la phase APS, elle permet d'affiner un petit peu le projet. Et les bureaux d'études, eux, démarrent leur maquette en phase APD. Voilà, Mhm. APD, c'est la phase où on finalise le montant des travaux, où on dépose le permis de construire. Donc on Mhm. a besoin d'avoir des choses qui sont quand même un peu précises. Et donc là, on a de l'information. Ce dont on s'est rendu compte aussi avec l'expérience, c'est que il faut éviter de rentrer trop d'informations tout de suite. C'est-à-dire qu'il faut rester raisonnable dans les informations qu'on fournit et bien se servir des phases pour renseigner la maquette au fur et à mesure de l'avancement. C'est toujours très tentant de vouloir renseigner énormément de choses, mais on risque de perdre du temps et du travail quand il y a des choses qui sont pas encore mûres pour D'accord. être renseignées. Camille Euh, Bouchon, un ouais, commentaire, oui, vis-à-vis de la ouais, c'est collaboration qui a abouti à ça. donc ce qui est un sujet. Donc là, vous voyez l'évolution à gauche en APD. Donc ça, normalement, l'APD, c'est la première phase où on fait un premier rendu de plan. Donc l'idée, c'est de définir les principaux réseaux et un principal interaction. Et à la fin, bah, les niveaux de plan s'enrichissent. Donc plan XZ. Donc là, c'est la vue 3D. Donc c'est pas le. Vous voyez, on a une représentation, mais qui ne serait pas exploitable comme ça par En les l'état. entreprises. Mhm. Mais nous, le principal, alors ce qui est intéressant, c'est que c'est un outil qu'on voit déjà en APD, en fait, d'échange, de bonne compréhension de nos problématiques. Donc, c'est-à-dire que nous, lorsqu'on ne dessine pas ou lorsqu'on va juste faire un schéma, certains architectes peuvent avoir tendance à penser qu'on exagère au niveau des demandes d'auteur de faux plafonds, de réseau. Mais une fois qu'on utilise ce genre d'outils et qu'on voit les dimensionnements des réseaux et les interactions avec la structure et les passages, on va dire il y a un côté pédagogique et il y a un côté qui va pouvoir peut-être débloquer peut-être des situations des fois qui sont un peu conflictuelles. Donc pour nous, c'est un intérêt très fort d'arriver à résoudre. Alors il faut le temps, c'est des phases qui vont nécessiter beaucoup plus de temps. Donc, comme on va travailler plutôt en amont, donc les problématiques qui pourraient arriver d'habitude en phase pro, bah là, on va commencer à les traiter en phase APD. Et donc, Mhm. ça veut dire globalement qu'il faut des phases beaucoup plus longues. Sinon, Mhm. c'est pas parce qu'on aura dessiné des jolis plans en 3D que ça va fonctionner en réalité. Alors, Mhm. nous, la problématique, c'est par exemple sur ce dossier-là, voilà, vous voyez, en APD, on a déjà des réseaux, les locaux techniques de ventilation qui sont modélisés. Et donc, bah, ça permet d'optimiser la taille des locaux et de vérifier quand même qu'on accède à tous les éléments. Mais c'est vrai que par exemple, là, on sort complètement des définitions type loi MOP sur lesquelles on est rémunéré. Donc en Mhm. fait, on va beaucoup plus loin que la demande initiale des marchés de maîtrise d'œuvre. Donc nous, D'accord. bah, on se pose toujours la question de savoir jusqu'où on va dans ces niveaux-là pour quand même avoir en fait un local technique, comme vous voyez là, ça peut être 1 ou 2 jours de travail.
Mhm. et ça peut représenter la même quantité de travail que le reste du bâtiment, des fois, dans certains D'accord, cas. d'accord. Donc, Ouais, ouais. c'est toujours mesurer est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Et Mhm. donc, on peut avoir comment dire, des échanges sur ce sujet-là avec nos partenaires maîtres d'œuvre. D'accord. Est-ce que je peux Sachant passer que à la deuxième? Oui, allez-y, allez-y. oui, sur ce projet-là, il y a un enjeu particulier, c'est que le bâtiment avait une double labellisation, donc une labellisation bâtiment passif, donc sur les performances thermiques, et une labellisation E+, C-, donc sur le bilan carbone du projet. Et donc on a poussé là on a essayé d'optimiser l'enveloppe, la consommation de matière en travaillant avec Solaris Bowen de façon à réduire au minimum la taille des locaux techniques, réduire au Et la- minimum les plénums et l'impact et du carbone coup réduire au passage aussi l'impact carbone. Mhm. Donc là, on a D'accord. été très très loin dans ce travail-là. On voit que mais le local technique, il fonctionne. Hein. Oui, C'est pas simple pour l'entreprise, ça a mais été ça construit fonctionne. tel quel. Ça a été construit Ouais, tel quel, ouais. ouais. D'accord, Voilà. Et l'autre complexité, c'est que tout est en ossature bois. Donc d'accord. la maquette ossature bois, elle arrive en phase pro, en phase projet, Mhm. ce qui permet ensuite d'intégrer, je dirais, de bien vérifier les problématiques de croisement, d'épaisseur, de différentes couches. Mais voilà, nous, on a travaillé ensuite avec la maquette de l'ossature bois dans notre modèle, la maquette de l'entreprise liée à notre modèle. Donc là, ça permet de faire une synthèse qui est quand même extrêmement rigoureuse. Mhm. Donc là, j'ai diffusé une autre phase à l'écran. C'est celle que vous venez de commenter peut-être? Non, C'est c'est des niveaux de rendu différents. Le niveau de rendu, d'accord, très bien. En fait, Dites-moi. on voit les synthèses avec les faux plafonds à gauche. Ouais, Vous voyez oui. les Mhm. différentes, voilà, les différents niveaux. D'accord, très Vous bien. pouvez passer à la phase suivante. Ouais. Alors là, Alors là, c'est un autre dossier. Ah, c'est un d'accord. C'est un extrait C'était juste pour illustrer en fait les évolutions au niveau des réseaux. Là, c'est un chantier, une opération avec Nunc qui s'est faite à Paris. Et simplement, c'est l'évolution. Donc, en fait, quand on phase APD, vous pouvez voir au centre d'un couloir, en fait, des réseaux vraiment concentrés. Et on s'est rendu compte Mhm. que si on voulait que tout rentre, il fallait que les faux plafonds soient abaissés de manière trop importante. Mhm. Et on a pu faire évoluer en fait les réseaux en changeant de partie pour résoudre ces problèmes de collision. Donc ça, c'est des Oui. choses qui pourraient arriver en phase exé ou plus tard. Mhm. En fait, on a utilisé l'expérience de la phase pro pour faire évoluer la phase APD pour faire évoluer la phase pro. Alors la petite histoire sur ce projet, c'est que nous, on a été jusqu'en phase exé, on a fait l'exé avec nos plans Revit et donc avec une très bonne synthèse vis-à-vis des éléments structurels. Et on était en entreprise générale. L'entreprise générale a fait faillite. Elle s'était reprise par une autre entreprise. Et en fait, on a un sous-traitant entreprise CVC qui n'a pas voulu partir sur nos plans et qui a commencé à retravailler des plans avec leurs plans à eux et à refaire un exé différent et essayer de varianter sur tout ce qu'on a réalisé. Donc nous, on a résolu des soucis. Mhm. Et eux, pour optimiser leurs coûts, veulent continuer à maîtriser leur plan. Et donc nous, ça pose la question, c'est que autant en Alsace, dans nos régions du Grand Est, les entreprises travaillent avec nos plans et globalement, il y a très peu de variations de concepts. Autant à Paris, c'est compliqué pour nous de trouver un positionnement où là, c'est l'entreprise qui ont l'habitude de faire les exés et Mhm. la maîtrise d'œuvre va peut-être moins loin dans ces détails. Et pour nous, c'est un gâchis complet que nous, on Mhm. est anticipé des choses qui ne soient pas utilisées par la suite. Et ça nous refait un double de Mhm. travail parce que concrètement, reviser des plans et revalider des concepts qui Oui. sont différents des nôtres, c'est plutôt une catastrophe. Est-ce que les Mais ça, impacts pour le client, le maître de. c'est des habitudes culturelles très fortes, quoi. Ouais. Est-ce que l'impact sur comment dire, en termes de coût, de délai vis-à-vis de la maîtrise d'ouvrage, et est-ce qu'à ce moment-là, la maîtrise d'ouvrage, à quel niveau avait-elle son mot à dire ou pas sur faire appel à une entreprise qui La souhaitait ou difficulté, pas repartir des plans existants? bah, non, mais bon, sur cette opération-là, la difficulté, c'est que une fois que vous avez une boîte qui a fait faillite, on est content qu'il y ait quelqu'un d'autre qui arrive Ouais, à continuer le d'accord. chantier. Donc, on n'a La pas priorité, forcément le choix. c'était trouver Voilà, quelqu'un. la priorité, c'est continuer, D'accord. mais on est Ouais. aussi sur une opération très complexe où il y a Mhm. il y a des maîtrises d'ouvrage impliquées et Mhm. on est en phase de construction et la maîtrise Ouais. d'ouvrage demande régulièrement des modifications.
avec, en s'adressant à nous. Ensuite, nous, on doit s'adresser à l'entreprise. Et ce qui est compliqué, c'est la continuité de l'information. Donc, le fait de ne plus avoir une maquette unique qui est utilisée, mais d'avoir différentes sources d'informations, à la fin, en fait, on perd tous ces effets de la synthèse, quoi. Donc, D'accord. ce qui est intéressant dans le BIM, c'est de continuer jusqu'au bout, en fait, la même maquette et de ne pas avoir de rupture dans cet usage. Alors là, on n'est pas sur des opérations avec des cahiers des charges BIM, mais concrètement, je vois régulièrement, là, actuellement, on travaille sur d'autres opérations avec des cahiers des charges BIM, où concrètement, la maîtrise d'œuvre fait le BIM jusqu'à l'appel d'offres ou un début d'exé, et ensuite, c'est à l'entreprise de reprendre. Mais si elle reprend en changeant complètement les éléments, pour moi, ce qu'il faudrait, c'est que la maîtrise d'œuvre et la responsabilité de ces plans du début à la fin, quoi. C'est là où on a une réelle logique. D'accord. Voilà. Je reviens sur vous évoquez tout à l'heure le fait que la maison de l'enfance donc a été menée en BIM à votre initiative. Est-ce que maître d'ouvrage, une fois la conception réalisée, etc., a vu un intérêt à poursuivre l'exé, la réalisation en BIM, ou est-ce que ça s'est arrêté à la phase conception? Non, là, dans les deux cas, ça s'est arrêté à la phase conception. C'est vrai que la D'accord. maîtrise d'ouvrage était pas dans une démarche de récupérer ensuite D'accord. la maquette BIM Est-ce pour de que, l'exploitation maintenance. est-ce, On pourra en parler ouais, tout à l'heure. C'est ouais, des tout choses à qui sont fait. quand même, On qui en- demandent beaucoup d'organisation en maîtrise d'ouvrage. D'accord. Très bien. Je vous propose d'aborder, il nous reste 5 bonnes minutes pour le dernier cas avant de passer aux questions-réponses. 128 logements à Aubervilliers. Donc, une autre opération avec d'autres enseignements. C'est ça. Donc là, on change un peu d'échelle, hein. Donc, je dirais que nous, nos échelles de projet, c'est à peu près, voilà, on a vu à peu près le panel d'échelles de projets sur lesquels on travaille, c'est-à-dire des projets de 2 à 20 millions de travaux hors taxes, avec des programmes qui vont voilà, du logement au bâtiment, à tout type de bâtiment public, logement collectif à tout type de bâtiment public. Là, ce qui a été intéressant, c'est que donc c'est une opération assez importante avec des délais qui étaient très serrés. Et à un moment donné, il y a eu un besoin c'est-à-dire que le pôle parisien qui porte le projet a eu besoin d'un coup de main. Là pour le coup du pôle alsacien. Et donc on a mis en place un travail en commun Mhm. à plusieurs, depuis plusieurs sites Distance. à Mhm. distance Mhm. sur le même modèle. D'accord. Je fais juste une parenthèse. Je rappelle à toutes les personnes qui sont avec nous qu'elles peuvent poser leurs questions en utilisant l'onglet conversation de Zoom, car dans quelques minutes, nous allons arriver à la phase questions-réponses. Donc, dans Zoom, si vous bougez un peu votre souris et votre pointeur, il y a l'onglet conversation, une petite bulle qui apparaît, qui vous permettra voilà, de poser vos questions que nous traiterons dans un second temps. Allez-y, excusez-moi, je vous ai coupé. Je vous en prie. Voilà, donc en gros, quand on veut travailler à plusieurs comme ça sur un même modèle, donc c'est des outils qui sont extrêmement puissants, qui sont assez spectaculaires, hein, parce qu'on voit des choses qui avancent, mais ça demande d'être extrêmement bien organisé. C'est-à-dire qu'il faut bien affecter la tâche il faut qu'il y ait une personne qui soit chargée d'organiser le travail des uns et des autres. Donc là, on avait choisi de travailler par secteur, c'est-à-dire que chaque personne avait un secteur qui lui était affecté. On peut aussi travailler par logique d'éléments, c'est-à-dire de dire que certains vont travailler sur les façades, d'autres vont travailler sur Les les fluides, éléments intérieurs. ouais. Voilà. Mais c'est Ouais. parfois plus compliqué, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des soucis de D'accord. propriété de certains éléments. Quand on fait bouger des choses, ça peut générer de la complexité. Donc le fait de travailler Donc là, par vous avez zone, découpé le projet par zone, par unité, c'est ça, c'est ça. complète, On quoi. a décomposé le projet D'accord. et chacun devait rester concentré sur la zone qui lui était affectée. D'accord. Euh, Et voilà, donc là, il y a. si c'est pas indiscret, ça découpé en combien de lots finalement ce Alors travail, là, vous savez? vous pouvez passer à la Oui? diapositive Ouais. suivante. Ouais, j'y passe. Petit instant, le temps que ça. Ça bouge plus, je sais pas. Ouais. Voilà. On est sur la bonne vue? C'est ça. Donc c'était divisé en 3. D'accord, ok, en trois Mais lots. on aurait pu imaginer que ce soit divisé voilà, en 4. Oui? Donc là, c'était l'échelle qui fonctionnait bien par rapport au nombre de personnes et puis à l'avancement qu'on avait besoin de tenir. Mais voilà, ça Mhm. nécessite que tout le monde travaille de la même façon, ça nécessite que tout le monde utilise les mêmes objets, que le gabarit et la bibliothèque soient communes. Il ne faut pas commencer à avoir des Mhm. éléments qui se ressemblent pas d'un Mhm. bâtiment à un autre, hein. Il faut vraiment la même écriture. Donc je dirais il y a 3 personnes qui travaillent et puis il y a une personne qui fait de la synthèse.
D'accord, ok. Est-ce que vous avez dû vous appuyer sur des compétences type BIM manager pour faire de la coordination ou est-ce que c'était vraiment une personne avec un rôle qui a été défini sur mesure pour coordonner l'ensemble? Non, alors on a des contacts réguliers avec des BIM managers. C'est possible qu'on ait fait un petit appel téléphonique pour mettre en place Hmm. des procédures. Donc ça, on D'accord, fait régulièrement. Mais je dirais qu'il n'y a pas eu de mission outre mesure sur cette question-là. d'accord. Alors, précisez-nous un petit peu comment ça s'est passé, quelles ont été les difficultés rencontrées. Également, Camille Bouchon, n'hésitez pas hein, à intervenir sur cet aspect retour d'expérience. Donc là, ce qu'on a utilisé comme outil, c'était donc la plateforme mise à disposition par Autodesk, hein, pour dire que la maquette est stockée sur un cloud Mhm. et chacun travaille là-dessus. Donc ça demande quand même d'avoir des connexions Internet qui sont un Oui, petit peu robustes. ouais. Euh, ça demande donc, voilà une bonne organisation et c'est un coût qui est assez important, hein. C'est-à-dire que c'est un coût qui est par projet pour avoir cet accès partagé sur le cloud et c'est, je dirais, presque dissuasif. Donc là, on l'a fait, ça nous a intéressé de le faire. Il y avait un réel besoin sur ce projet-là. Mhm. Mais vous verrez, on en parlera tout à l'heure, qu'on s'est forcé de trouver Mhm. des solutions peut-être plus simples, Alternative. Mhm. alternatives, notamment pendant la période du confinement. Ah oui, parce que finalement, on parle de collaboration et on n'en a jamais autant parlé qu'en ce moment. Collaboration, travail à distance, collaboration à distance. Dites-moi, hein, quand je dois passer à la slide Oui, suivante. bah, je pense qu'on peut passer à la slide Ok. suivante. Alors globalement, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous dresser un bilan finalement de cette transformation, de cette évolution de vos activités, de vos structures vers le BIM? Et ensuite, on abordera des questions spécifiques vis-à-vis de la maîtrise d'ouvrage, vis-à-vis des entreprises, etc. Alors le bilan, je dirais que ça nous a. Nous, on est parti là-dessus en se disant que c'était peut-être important de ne pas prendre de retard, d'essayer de prendre de l'avance et si possible de pas prendre de retard sur ces questions. Euh, je pense que ça a modifié notre façon de travailler, c'est-à-dire que on a le moment où on a basculé sur ces outils-là, ça a correspondu aussi à un moment particulier de l'histoire de l'agence où il y a eu beaucoup de nouveaux projets qui sont apparus, donc des nouvelles personnes aussi qui ont été embauchées, qui avaient de l'énergie voilà, pour travailler avec ces outils-là, qui n'étaient pas très à l'aise avec nos outils historiques qui étaient un peu dépassés. Donc il y a ce contexte qui a été plutôt favorable. Et du coup, il y a une dynamique qui s'est enclenchée qui a été plutôt intéressante. Après, on a quand même les premières années, ça a été compliqué. C'est-à-dire qu'on était moins à l'aise avec ces outils qu'avec les outils historiques. Je pense que ça s'est ressenti aussi dans notre façon de communiquer parce que on n'avait pas encore apprivoisé complètement ces outils-là et donc je pense qu'on communiquait moins bien les projets qu'auparavant. Voilà, on fait plus beaucoup de maquettes alors qu'on faisait pas mal de maquettes avant, donc ça c'est peut-être un peu dommage aussi. On prend plus le Hmm. temps de faire ce travail-là. Peut-être si vous pouvez passer la slide Oui. suivante. Après, on viendra avec Camille Bouchon sur son propre retour d'expérience. Ok. Voilà, c'est vrai que ça nous a nécessité quand même un gros travail de remise à plat, à la fois de notre outil de travail, des partenariats aussi avec les différents bureaux d'études. Qu'est-ce que ça a changé dans votre manière de travailler avec eux par rapport à Alors, avant le BIM, finalement? déjà, ça nous a amené à travailler, à un moment donné, à se mettre autour d'une table sur la question de l'outil, de la façon de partager des documents, sur la question du graphisme aussi. Et ça, c'est des choses qu'on n'avait pas faites auparavant. Donc ça a été plutôt intéressant. Il y a peut-être plus de contact aussi entre les équipes autour de l'outil. Et puis maintenant, c'est vrai que les réunions, elles se font plutôt autour d'un écran qu'autour de plans. Et je pense qu'on arrive peut-être plus facilement à communiquer avec les bureaux d'études, notamment en 3D. Ça reste quand même utile la 3D pour communiquer avec les bureaux d'études. Ouais. Alors, Après, vous allez évoquer après les limites, mais j'ai une petite question intermédiaire à ce stade. Est-ce que quand vous parliez de formation, vous avez investi énormément en formation, on se rend compte que finalement, ce sont beaucoup les habitudes de travail, les modes d'organisation autour d'un projet qui ont été bousculés. Est-ce que les formations que vous avez suivies ont aussi porté sur le côté humain, comportemental, collaboratif, hein, qui n'est pas que technique, évidemment, hein.
qui sont au support de ce nouveau mode de travail? Ou est-ce que ça, ce sont des choses que vous avez dû intégrer par vous-même finalement? Non, ça, on l'a intégré par nous-mêmes. D'accord. Les formations portaient pas spécialement sur ces sujets-là. Mhm. Après, on n'a pas non plus cherché des formations qui portaient sur ces sujets-là parce qu'on a des relations, je dirais, assez simples, assez directes avec nos partenaires. Donc, D'accord. il n'y Ok. a, pas eu ça n'a pas vraiment été un sujet Mhm. Ouais. d'inquiétude. D'accord. Ok. Allez, je vous ai coupé, donc vous alliez aborder peut-être le côté Ben, un peu plus. Allez-y. voilà le côté peut-être un peu plus, enfin voilà, qui a quand même été le point de vigilance, je dirais que c'est que ça représente quand même des investissements qui sont importants avec ces outils. On se retrouve quand même lié aussi avec des éditeurs, ce qui pose la question des logiciels libres, hein, qui à mon avis Ouais. est ouverte. Et nous, je dirais voilà, il y a eu à un moment donné une décision qui a été prise là-dessus. Il y a un sentiment de facilité aussi qui tend à repousser la prise de décision, c'est-à-dire que même vis-à-vis des maîtres d'ouvrage, c'est-à-dire que les maîtres d'ouvrage s'habituent très vite à des documents, à Mhm. des images, à des vidéos Mhm. qui semblent faciles, alors qu'en fait ça demande énormément de travail derrière. Et il peut y avoir un décalage aussi entre la réflexion et l'avancement du modèle. Donc c'est important de continuer à travailler à la main, de continuer À échanger en euh, direct. à échanger en direct. Oui. Voilà. Et on peut avoir Mhm. des pertes très importantes quand il y a des remises importantes, des remises en question du projet. Ça, c'est un point qui nous questionne D'accord. beaucoup aussi. C'est un peu ce que je disais au début, c'est qu'il faut faire attention de pas aller trop vite dans le temps investi sur le projet. Enfin voilà, il faut réussir à bien doser le temps Mhm. qu'on va investir sur un projet. D'accord. Euh, les perspectives, et ensuite je repasserai la parole à Camille Bouchon. Alors Alors, est-ce que oui, ces peut-être. perspectives, elles sont partagées à deux ou ce sont des perspectives que vous partagez, que vous souhaitez présenter simultanément, ou est-ce que vous l'abordez tout de suite, Guillaume Zinot? Bah, oui, non, je peux Allez-y. peut-être parler un petit peu Oui. de la période du confinement, qui a, Oui. qui a quand même été une période un peu particulière et Mhm. sur laquelle je dirais qu'on a essayé de travailler, nous, comme on avait expérimenté ces questions de travail collaboratif, on a essayé d'être sur des outils extrêmement simples, en fait. Donc, on a gardé les ordinateurs sur place à l'agence et Mhm. on les a pilotés à distance via un outil assez facile hein, qui s'appelle Anydesk, voilà, c'est des licences hein, qui s'achètent, qui permettent de piloter à distance, qui sont assez rapides. Ce qui fait que Donc les ça, ordinateurs, ce sont les solutions alternatives que vous évoquiez tout à l'heure, c'est ça? c'est ça. C'est-à-dire qu'on Ouais. garde les ordinateurs sur place, les ordinateurs Ouais. travaillent sur le réseau de Ouais. l'agence et on les pilote à distance. D'accord. Voilà. Ça s'appelle comment? Et ça Rappelez-nous. s'appelle Anydesk, Anydesk. D'accord. OK. Donc c'est un outil de pilotage à distance. Donc ça demande d'avoir un petit ordinateur chez soi, mais qui a du coup lui pas besoin d'avoir des performances Qui s'appuie sur les capacités de fantastiques. l'ordinateur en local, quoi. C'est ça. En gros D'accord. c'est un clavier, une souris et un écran, quoi. Ouais, c'est une télécommande d'ordinateur, quelque à Voilà. distance. Ouais, d'accord. Et Ok. donc ça a été assez intéressant. Ça nous a Mhm. permis de passer cette période de façon de façon plutôt constructive. Euh, Ok. Ok. Je me permets, je vais passer la parole à Camille Bouchon pour Solares Bohème. Donc finalement, bon, le bilan depuis le lancement du BIM pour vous, Camille Bouchon, et qu'est-ce que vous en retirez, vous, globalement, en termes de retour d'expérience et d'enseignement? Sur les enjeux, les difficultés également auxquelles on peut s'exposer, s'attendre avec le BIM. Bah, disons que nous, notre histoire, c'est qu'à la base, j'avais 3 projeteurs qui n'étaient pas formés en BIM. Et Mhm. en fait, les derniers projeteurs que je recrutais, bah, eux sont plutôt natifs Revit. Et on a dû les reformer sous AutoCAD. Donc en fait, je D'accord. pense qu'en termes de génération, la nouvelle génération qui arrive, bah, notre difficulté, ça va être de maintenir des niveaux de connaissances dans les différents outils qu'on utilise, puisqu'on Mhm. continue ici en parallèle. Ce que je vois aussi, c'est qu'on a des jeunes qui sont très très bons en informatique, voilà, qui gèrent très rapidement les outils, mais
qui sont peut-être encore les outils métiers, enfin les connaissances métiers sont pas aussi poussées. Et donc pour Oui, nous, la oui, problématique, oui, c'est d'avoir des gens qui sont à la fois bons dans les outils, mais aussi oui. bons dans la technique. Oui, ce que vous Euh, voulez dire, c'est que le BIM n'est pas un métier. Le BIM, c'est un outil au service de cœur de voilà. métier, c'est ça? Et l'outil Oui. peut prendre le dessus sur vraiment des connaissances techniques. Et sur le volet Euh, collaboratif, est-ce que, idée reçue ou cliché, hein, est-ce que les nouvelles générations, elles sont pas plus dans cette culture finalement de la collaboration, des échanges à distance, etc. Ou est-ce que ça, moi, c'est une idée reçue? je sais pas, oui, les gens ils peuvent passer beaucoup de temps sur des chats et voilà, mais Ouais. après, est-ce qu'il en sort des choses? Non, ça, j'ai pas je Non, peux pas d'accord. généraliser, j'ai pas d'idée préconçue là-dessus. D'accord. Pour nous, ce qui est D'accord. sûr, c'est que de toute façon, la tendance, c'est que ces outils-là, nous, pendant le confinement, on s'est rendu compte qu'il y a la moitié de nos projets qui étaient encore sous AutoCAD et la moitié des projets les deux autres projets en cours qui étaient sous Revit. Donc ça veut dire que on a commencé par une licence Revit, maintenant on en a trois qui fonctionnent en parallèle Mhm. et souvent, bah voilà, on utilise les trois licences sur 5 postes. Donc ça veut dire Mhm. que ça prend le pas et que si on n'avait pas fait ces choix-là il y a quelques années, ben on commencerait à être largué sur pas mal de projets. Et donc pour nous, le BIM, ça a été de rester dans la course. Et ce qu'on Mhm. voit, c'est que sur certains sujets, bah, nous, on a décroché des commandes parce que simplement, on a commencé à montrer qu'on maîtrisait des outils. Donc par exemple, on a accédé à des commandes de chaufferie importantes de plusieurs mégawatts où bah, le BIM était utilisé surtout en outil de synthèse. Mhm. Je pense qu'avec Nunc, on a décroché une très belle commande, un très beau concours où ça a été la capacité d'utiliser les outils BIM avec une réelle charte BIM qui nous a permis Mhm. en partie, peut-être pas seulement, mais en tout cas en partie de décrocher ce projet. Donc pour nous, le BIM, c'est vraiment une façon d'accéder à la commande et derrière, on y croit beaucoup quand même en termes d'amélioration de qualité et de synthèse donc pour nous, c'est génial quand un projet est réalisé selon Ouais. les plans. Et voilà, il y a quelques beaux exemples de projets. Mhm. Mais ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, on en est encore aux prémices. Nous, l'évolution future, ça va être d'intégrer aussi la thermique, hein. Pour l'instant, on en est vraiment au Mhm. réseau fluide. Sur la Mhm. thermique, on n'a pas encore assez poussé et pas encore développé la récupération de données, même si on a fait des essais. Donc ça, c'est un volet qui doit être poursuivi. Donc Mhm. la question des échanges, en fait, va se pousser, mais on voit des hétérogénéités. En fait, on travaille avec les différentes agences d'archi avec qui on travaille. Beaucoup travaillent sous Archicad en 3D. On reçoit des IFC, donc on fait de la 3D, mais Mhm. les niveaux de développement sont pas du tout homogènes. Mhm. Et donc, on a des écarts très importants. Et c'est vrai que bah, le travail qu'on fait avec nous, que voilà, c'est quand même assez extraordinaire de travailler sur une maquette commune et Mhm. d'avoir un niveau d'échange et aussi poussé, quoi. D'accord. Alors, je vais vous demander juste un instant, je vais arrêter le partage de l'écran. On va repasser en webcam si vous voulez bien, parce que on parlait de l'importance de l'humain, hein, y compris dans le travail à distance. On va passer à la partie questions-réponses. Et à ce moment-là, du coup, je vais aborder donc deux questions qui ont été posées dans le chat, et moi j'en aurai peut-être une ou deux complémentaires si on a encore le temps. Donc, est-ce que vous pouvez nous indiquer quels sont les éléments minimums à entrer dans une maquette BIM en phase concours et ceux en phase APS? Question posée par Valérie. Vous avez accès Alors, aux questions également, hein, vous pouvez les lire, je pense, dans le chat. oui, je les ai vus. Alors, donc c'est une question, je pense que c'est spécifique à chaque agence, hein, forcément. Je peux dire comment nous est-ce qu'on fonctionne. Donc nous, on fonctionne en renseignant la maquette concours de façon assez sommaire, c'est-à-dire qu'on est sur des murs génériques qui vont juste donner une épaisseur approximative. Parce que c'est voilà l'objet du concours, c'est de définir l'idée générale du projet, le concept du projet. En APS, par contre, on va commencer à être plus précis. Pour regarder l'exemple des murs, on va commencer à définir les compositions avec des différentes couches, des épaisseurs plus précises. On va savoir si on est en béton, en ossature bois ou en métal. Et voilà, on va commencer à rentrer dans une logique constructive et notamment et thermique aussi, parce que ça va permettre aux différents partenaires de se positionner par rapport aux compositions de parois. Voilà, l'acousticien va se positionner par rapport à ce qui se voit, le thermicien aussi, l'ingénieur structure, etc. Camille Bouchon, un complément sur cette question. Les Bah, éléments disons que minimums nous, en phase concours et APS.
En concours, alors là, on ne dessine pas. En concours, on est un support, à part les concours de conception-réalisation. En APS, ça va être encore des interventions ponctuelles, donc définir des hauteurs de plafond de passage. Donc nous, voilà, on fait pas encore de. Si on a une telle intervention, c'est vraiment très très ponctuel en APS. Mais ce qui est sûr, c'est que la tendance, c'est de vouloir en faire beaucoup plus tôt et beaucoup plus, quoi, hein. Donc voilà, on en revient à la question d'en faire le strict nécessaire pour pas bloquer le projet et pour que le projet puisse se développer Et, fin- de manière efficace. et finalement, est-ce que les éléments minimums à entrer ne doivent pas être ceux qui correspondent à un besoin clairement formulé dès le départ du projet? Ou Dans est-ce les- qu'aujourd'hui, alors là, on va parler un peu de la maîtrise d'ouvrage. Aujourd'hui, est-ce que la maîtrise d'ouvrage aujourd'hui vous donne des clés pour vous aider à définir quel est le bon niveau de détail à entrer, que ce soit en phase concours et en phase APS? Ou est-ce que ça, c'est à vous de le déterminer? Alors, déjà, il y a différents types de maîtrise d'ouvrage par rapport au BIM. Pour moi, je distinguerais trois types de maîtrise d'ouvrage. Vous avez la maîtrise d'ouvrage qui voit pas forcément l'utilité de ces outils-là, qui le demandent pas. Et donc là, je dirais, on va travailler, nous, un peu à notre façon, en rendant les éléments qui sont demandés. Ce qu'on peut faire, on va rendre des plans, des coupes, des façades, comme, je dirais, un peu de façon habituelle, sauf qu'on utilise ces outils-là. Après, il y a la maîtrise d'ouvrage qui va demander plein de choses en BIM, mais qui a pas forcément équipé derrière pour exploiter tout ça. Donc souvent, c'est des demandes voilà, assez lourdes. Et quand on essaie de creuser un petit peu, quand on essaie d'en savoir un petit peu plus, on se rend compte que voilà, c'est plutôt des maîtres d'ouvrage qui ont été je sais pas, convertis Ouais. ou qui ont assisté à des formations, donc qui ont envie d'avoir des choses, mais qui n'ont pas forcément de services qui seront en capacité d'exploiter D'accord. ces informations-là. Donc la logique, c'est prenons tout ce qu'on peut prendre, on verra ensuite ce qu'on peut en faire. C'est un peu ça Voilà, l'idée. c'est un petit peu ça. Et D'accord. donc là, il faut Mhm. essayer d'être raisonnable parce que le projet, il a un temps, le projet, il doit avancer à un certain rythme. Si on Mhm. avance trop vite sur certains éléments, on va verrouiller Mhm. des points du projet et ça peut être compliqué par rapport à la suite. Je dirais que Excusez-moi, vis-à-vis de ce type de maître d'ouvrage, est-ce que votre rôle à vous, maître d'œuvre et également les AMO, les BE, etc., est-ce que c'est pas de les aider justement à redéfinir précisément leurs objectifs et leurs attentes spécifiques vis-à-vis du BIM? si, clairement. Donc Ouais. on essaie de faire un travail de pédagogie dans ce cas, hein, Mhm. c'est-à-dire d'échanger avec eux pour voir quels sont les besoins concrets, quels seraient les besoins qui pourraient venir s'il y avait un développement, mais aussi Mhm. de bien de bien les éclairer sur la question du développement et des moyens qu'il faudra ensuite pour exploiter toutes ces données. Et vous n'avez pas évoqué donc le troisième profil Mais le de troisième maître profil, c'est des d'ouvrage? maîtrises d'ouvrage qui sont très structurées, qui maîtrisent ces sujets-là, qui ont des services dédiés à ces sujets-là, où il y a souvent voilà, des AMO BIM qui vont du coup être assez exigeants. Et là aussi, je dirais que la vigilance à avoir, c'est de pouvoir concilier le BIM avec le rythme du projet. Mhm. Et D'accord. donc là aussi, il y a des AMO BIM ou des BIM managers qui ont tout à fait compris ces enjeux-là, qui sont dans une Mhm. démarche bienveillante. Mhm. D'accord. Voilà. J'ai Des fois, c'est un petit peu plus compliqué. d'accord. J'ai une question de Marc qui nous demande si vous avez collaboré avec un BET acoustique, hein, sur la conception de projet à l'aide d'une maquette BIM. En quoi l'acoustique est concernée ou pas par le BIM? Est-ce que vous avez eu le cas? Alors aujourd'hui, l'acousticien, il utilise des outils de visualisation de notre maquette. Donc il s'en sert et ça lui permet de se représenter les espaces. Alors est-ce que c'est aujourd'hui un outil d'aide à la conception acoustique? Je dirais que je pense que ça va se développer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas encore la restitution sonore des bâtiments. Mais je pense qu'on est voilà, ça va demander du travail de développement, c'est probablement une prochaine étape. Mais c'est vrai que quand on se promène dans un projet, on a une restitution assez juste de la lumière naturelle, de la lumière artificielle, des matières, des Mais pas couleurs, du etc. côté ambiance Mais pas de la couleur sonore. ouais, couleur Et sonore. ça nous manque, ça nous manque. Et je pense que c'est quelque chose qui va se Mhm. développer. Tout à fait. Ouais, on parle de plus en plus aussi dans les structures, qu'elles soient tertiaires, immobilières, etc., aussi comment dire, de la qualité du bien-être dans les espaces, etc. C'est vrai que l'acoustique, c'est une des éléments, un des éléments, une des composantes, pardon. Je me permets moi d'aborder une question là. Je regarde une dernière question peut-être. C'est aujourd'hui, que ce soit vous, Camille Bouchon, ou vous, Guillaume Zilio, on a parlé un peu de la maîtrise d'ouvrage. Quels sont selon vous
parce que vous êtes au contact et vous travaillez pour des maîtres d'ouvrage qui sont censés donner l'impulsion sur une filière, être les donneurs d'ordre et du coup donner l'impulsion, mais on l'a vu au travers de vos témoignages, parfois c'est vous qui utilisez le BIM alors qu'il n'a pas forcément été demandé, exigé, etc. dans une opération. Quels sont les enjeux et aussi les difficultés, voire les risques aujourd'hui pour la maîtrise d'ouvrage vis-à-vis du BIM? Et je vous poserai la même question ensuite, ou répondez-y en même temps, peut-être en deux temps, sur vis-à-vis des entreprises exé. Quel est le niveau de maturité que vous constatez des entreprises exé, construction, mais également, pourquoi pas, des artisans vis-à-vis du BIM? Alors moi, je peux répondre sur la partie Oui, Camille, entreprise. On a des allez-y. expériences, c'est-à-dire que bah, pour l'instant, il y a encore beaucoup d'entreprises, de petites entreprises qui ont du mal même à lire des plans de base, hein. Donc, clairement, il y a beaucoup de projets où elles nous redemandent de faire des modifications sur les plans pour eux. Donc sur des projets classiques, hein, 2D. Il y a quelques entreprises qui ont embauché, qui ont mis des moyens techniques pour être capables de suivre et de prendre nos plans, les faire évoluer. Mais les demandes qu'on a plutôt actuellement, c'est que en fait, elles sont pas forcément capables de les faire et donc elles nous demandent de continuer le travail à leur place. Donc moi, ça me va dans cette logique-là d'exé complète. Mhm. Voilà, mais ça pose aussi une question vis-à-vis positivement de la maîtrise d'œuvre. Mhm. Et voilà, ce qui c'est vous changez si on change de région dans la région parisienne, ben voilà, c'est que les entreprises elles vont repartir de plans complètement différents. Et là, de toute Mhm. façon, dans la région parisienne, les entreprises sont souvent organisées avec un bureau d'études spécialisé exé, voilà, D'accord. qui sont pas forcément encore tous à ce niveau-là, mais ça se développe très très vite, quoi. D'accord. Guillaume Zilio, très rapidement, hein, je suis navré parce que le temps avance et on a déjà dépassé de presque 10 minutes et on a quelques messages à diffuser en conclusion. Votre regard par rapport aux entreprises et à la maîtrise d'ouvrage en une minute, si c'est possible, et parce qu'on a encore une dernière question qui est arrivée que j'aimerais quand même qu'on l'aborde. J'ai vu. Alors, donc par rapport aux entreprises, nous, il y a des entreprises historiquement qui sont assez à l'aise avec la 3D, avec l'interopérabilité, donc notamment les charpentiers, les serruriers, les menuisiers, Mhm. qui du coup, avec qui on échange extrêmement bien. C'est vrai que les métiers de second œuvre comme la plâtrerie ou les sols, ça se voit moins, mais je dirais que ça s'explique aussi. Il y a moins de besoins sur ces métiers-là d'utiliser la maquette, Alors, quand vous la parlez maquette numérique. d'interopérabilité, vous parlez évidemment aussi des enjeux de collaboration, hein, Ouais, d'accord, ok. Pas ouais, que, clairement. Ouais. il y a l'aspect humain et technique à la fois, d'accord. Mm. Allez-y. Et concernant la maîtrise Et d'ouvrage, alors oui, pardon, excusez-moi, je vous ai coupé, mais un autre oui, mot sur non. les. Oui. Ben, concernant la maîtrise d'ouvrage, voilà, comme dit, hein, il y a plusieurs types de maîtrise d'ouvrage et je dirais Ouais. que euh, les maîtrises d'ouvrage commencent à s'intéresser à ces questions-là. Elles commencent à s'organiser aussi, notamment les maîtrises d'ouvrage qui ont à gérer des parcs immobiliers, hein, Mhm. vont être assez pointus sur ces questions. Mais voilà, il y a autant de façons de faire que de maîtrise d'ouvrage. Ouais. Alors, une transition toute trouvée grâce à la question de Valérie, justement, pour un concours en réhabilitation. On va parler d'exploitation maintenance avec cette dernière question parce que on entend souvent dire que c'est 70 à 80% du coût et du cycle de vie d'un bâtiment, l'exploitation maintenance pour un maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage doit-il apporter une maquette BIM ou est-il préférable de la réaliser après le choix du lauréat pour un concours en réhab? Ah, C'est pas facile comme question. Je pense que c'est préférable de la réaliser après le choix du lauréat, pour une raison toute simple. Je pense que c'est bien que ce soit la maîtrise d'œuvre qui réalise sa propre maquette BIM parce elle va travailler dessus. Et donc, déjà, il faut que ce soit réalisé avec un modèle natif. Donc, si vous avez plusieurs maîtres d'œuvre qui vont travailler avec plusieurs logiciels, un exemple tout simple, hein, vous avez un concours, vous avez trois candidats, un qui travaille sur Revit, un sur Archicad, puis un sur un logiciel libre. La maquette, elle sera forcément dans un modèle générique qui sera pas transformable facilement. Enfin voilà, ça sera compliqué pour les uns et les autres de les exploiter. Moi, je pense que c'est bien qu'il y ait un relevé qui soit fait après par un géomètre, mais que la maquette elle-même, elle soit réalisée par l'architecte en fait, hein. C'est lui qui sera le plus à même de bien faire. très bien. Écoutez, je ne sais pas, est-ce que vous avez un dernier mot, un mot de la fin, peut-être un message à faire passer vis-à-vis du MIM avant qu'on se quitte et qu'on passe à la conclusion? Camille Bouchon, Guillaume Zilio, selon vous, tous les messages sont passés, c'est bon? Je pense qu'on a fait le tour, ouais. Ok, bah écoutez, moi, il me reste à vous remercier au nom de Sinov pour
et de toutes les personnes connectées pour votre témoignage. Merci beaucoup. Merci Camille Bouchon. Merci à vous. Merci pour cette deuxième intervention. Vous étiez intervenu à Nancy ainsi que Guillaume Zilio, et on a pu comme ça mesurer aussi l'évolution de votre perception et de votre vécu du BIM. Voilà, ça a bougé en 2 ans. Je vais maintenant diffuser l'écran de conclusion. Peut-être un mot, pardon, Julien. Merci. Je ne sais pas si Julien, tu es encore avec nous pour conclure. Inès, peux-tu me dire si Julien est encore avec nous? Bon, écoutez, je vais simplement vous partager à l'écran un petit instant. Hop, voilà. Arnaud, il me semble que Julien, il n'est plus avec nous. D'accord, c'est pas grave. Donc, tout simplement, il vous a déjà donné une partie de sa conclusion dans son intro. Il est malin, ce Julien. Il me reste à vous dire que voilà, les prochains rendez-vous du RexBIM Tour avec Sinov, c'est en présentiel. Peut-être que Sinov va développer d'autres formules comme ça à distance pour permettre à un plus grand nombre, indépendamment des contraintes de temps et d'espace, d'accéder à ces contenus. Mais on se retrouve sur la route en septembre à la Grande Motte pour un RexBIM Tour qui va inclure et des retours d'expérience et une table ronde. Le 13 octobre à Nantes, idem, une étape physique du RexBIM Tour le 13 octobre. Le 24 novembre à Bordeaux. Le 8 décembre à Rouen. Tout cela avant de reprendre la route, on vous en dira plus en 2021. Vous retrouvez toutes ces informations sur le site rexbimtour.fr que j'affiche à l'écran. Vous retrouvez sur ce site tous les contenus, les reportages vidéo et témoignages de toutes les étapes qui ont déjà eu lieu. C'est plus de 20 étapes qui ont eu lieu depuis 2018, en tout cas plus de 20 témoignages, retours d'expérience. Il y a également eu un Rex du Rex réalisé en 2019 qui permet de faire une synthèse de tous les messages, de tous les retours d'expérience qui ont été partagés lors de l'année 2019, une sorte un peu de livre blanc, de référence pour démystifier, simplifier et confronter le BIM au terrain. Donc ça, c'est téléchargeable en ligne sur le site rexbimtour.fr et vous retrouvez également, évidemment, les prochaines dates du RexBIM Tour. Il me reste à regarder si dans l'onglet conversation, il nous reste des messages. Je ne pense pas. Voilà, donc vous voyez le site, Inès vient de vous mettre dans l'onglet chat conversation de Zoom le lien vers le site rexbimtour.fr. Je vous remercie tous, je vous dis à très bientôt pour le RexBIM Tour. Merci encore à Camille Bouchon et à Guillaume Zilio. Très bonne fin de journée, au revoir.